Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des ostéochondrites disséquantes du genou. La présentation a été réalisée par le Dr Châtelier, sous la direction du Dr Buzon. Tout d'abord, l'incidence. L'ostéochondrite disséquante du genou est une pathologie rare, qui touche environ 9 personnes sur 100 000. Il s'agit d'une pathologie à prédominance masculine, avec environ 4 hommes pour une femme. La grande majorité des diagnostics sont réalisés entre l'âge de 12 et de 19 ans, et ne sont jamais réalisés avant l'âge de 6 ans. Il s'agit d'une pathologie qui touche préférentiellement les sportifs. Le site d'atteinte préférentielle de l'ostéochondrite disséquante du genou est la face postérolatérale du condyle fémoral médial. Il s'agit d'une pathologie d'origine idiopathique dont les mécanismes physiopathologiques sont encore incompris. Cependant, plusieurs hypothèses sont avancées dans la littérature et certains facteurs de risque sont clairement identifiés. Tout d'abord, les microtraumatismes répétés, notamment lors de la pratique d'activités sportives à risque, tels que les sports de pivot-contact et les sports de saut. L'hérédité, avec des cas rapportés chez les jumeaux, cette hypothèse héréditaire est soutenue par des études génétiques à grande échelle ayant permis d'identifier certaines régions chromosomiques associées à la maladie. Enfin, l'altération des artérioles nourricières de l'os sous-chondral par des traumatismes ou des microthromboses. En conclusion, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle dans laquelle les microtraumatismes jouent un rôle prépondérant. Ces différents facteurs de risque, plus ou moins associés entre eux, entraînent une atteinte focale de l'os sous-chondral et par conséquence du cartilage sous-jacent. Cela peut entraîner une instabilité, voire un détachement complet du fragment et du cartilage sous-jacent dans l'articulation. L'histoire naturelle de la maladie est inconstante et peut évoluer vers la guérison spontanée. Deux facteurs de bon pronostic ont été mis en évidence lors d'un symposium de la SOFCOT en 2005. En premier, l'âge jeune, avec un cut-off à 12 ans, et en second, la surface de la lésion, avec un cut-off à 240 mm². Elle peut également évoluer vers un détachement complet du fragment dans l'articulation, et ainsi, inévitablement, vers l'arthrose. Il existe 3 modes de découverte de la maladie. Il peut s'agir d'un incidentallome, une découverte fortuite de la pathologie lors d'un examen d'imagerie réalisé pour une autre raison. Dans la majorité des cas, la découverte de la maladie se fait lors d'exploration de douleurs mécaniques qui sont présentes chez plus de 80% des patients souffrant d'ostéochondrite disséquante. Dans certains cas, il peut s'agir de douleurs permanentes, alors associées à des épanchements intra-articulaires et des épisodes de blocage. Cette dernière présentation doit faire évoquer une lésion instable. L'examen clinique du genou est peu spécifique. La palpation du condyle fémoral médial à différents degrés de flexion peut reproduire les douleurs. Le test de Wilson consiste à étendre le genou de 90 à 30 degrés de flexion en maintenant le pied en rotation interne. Ce test déclenche alors une douleur, qui est calmée par la mise en rotation externe du pied. Une manœuvre de Wilson positive fait évoquer une atteinte du condyle fémoral médial. On va maintenant parler des examens complémentaires à réaliser lorsque l'on suspecte une ostéochondrite disséquante du genou. Une clinique évocatrice doit en premier lieu faire réaliser des radiographies standards du genou de face et de profil. L'IRM permet une confirmation diagnostique en visualisant le fragment. Il est habituellement hypo-intense en séquence anatomique T1 et de signal hétérogène en séquence T2. De plus, l'IRM permet d'apporter des critères pronostiques, comme la surface et la stabilité de la lésion. Lorsque le diagnostic est confirmé par les examens d'imagerie, la décision de réaliser une arthroscopie du genou peut être prise. Ces différents examens complémentaires vont permettre d'établir une classification de la lésion. La première classification est décrite par Bedwell en 1988. Il s'agit d'une classification radiologique et arthroscopique en 4 stades. Le premier stade est divisé en deux, un A, qui correspond à une image lacunaire, et un B, à une image lacunaire dans laquelle nous pouvons observer des microcalcifications à la radiographie.
Le second stade de la classification de Bedwell est divisé en 2A, nodules denses séparés de l'os épiphysaire par une ligne radioclaire, et 2B, qui correspond à la même description radiologique, mais dont l'image arthroscopique retrouve une fissure de cartilage. Le troisième stade correspond à un nodule partiellement détaché de l'os épiphysaire, faisant évoquer un grelot. Le quatrième stade correspond à un fragment libre dans l'articulation. L'International Cartilage Repair Society, ICRS, a développé une classification en 4 stades basée sur l'inspection et la palpation sous arthroscopie. Le premier stade correspond à une lésion stable avec un cartilage continu et souple à la palpation. Le second stade correspond à une fissure visualisée dans le cartilage, sans instabilité palpatoire. Le troisième stade correspond à un fragment instable à la palpation. Enfin, le quatrième stade correspond à un fragment libre dans l'articulation, avec une perte de substance cartilagineuse. Le symposium de la SOFCOT en 2005 propose une simplification de la classification de Bedwell, basée uniquement sur les radiographies, et divisée en 3 stades. Le premier stade correspond à une image lacunaire. Le second stade correspond à un nodule hyperdense en place dans sa loge, faisant évoquer un grelot. Enfin, le dernier stade correspond à un fragment libre dans l'articulation. En 2016, une société savante dédiée à la recherche sur l'ostéochondrite dissecante du genou propose une classification basée sur l'observation et la palpation arthroscopique. C'est une classification en 6 stades, divisée en lésions stables d'une part et instables d'autre part. Cette classification est la plus simple à mémoriser, car elle est très imagée, et c'est la plus reproductible. Le premier stade correspond à un cartilage intact ayant l'aspect d'une boule de billard blanche sous arthroscopie. On peut voir sur cette image une surface cartilagineuse parfaitement lisse, correspondant au premier stade de la classification de Rock. Le second stade de la classification, dit shadow, correspond à une ombre vue à la lumière rasante de l'arthroscope, dévoilant une dépression dans la surface cartilagineuse. Cette ombre est ici visualisée par les flèches rouges sur l'image. Le troisième stade de cette classification correspond au pli dans le tapis ou fissure dans la surface cartilagineuse. Nous pouvons ici visualiser cette lésion en avant du crochet palpeur. La deuxième partie de cette classification concerne les lésions instables. Le premier stade instable de la classification de Rox correspond à la porte fermée. Il s'agit d'une fissure dans le cartilage, sans instabilité palpatoire. Nous pouvons voir ici sur l'image que le fragment ne se décroche pas à la palpation au crochet. Le second stade instable de la classification correspond à la trappe. Le fragment est alors instable, mais il persiste une zone charnière de contact entre le fragment et l'os épiphysaire. Nous pouvons voir ici sur l'image le crochet palpeur glisser sous le fragment. Enfin, le dernier stade de la classification de Rox correspond au cratère. Le fragment est alors libre dans l'articulation et l'os sous-chondral est mis à nu. La prise en charge de l'ostéochondrite dissecante du genou ne fait pas l'objet d'un consensus. Cependant, nous pouvons proposer un algorithme de prise en charge. Si le diagnostic est réalisé chez un patient asymptomatique, la prise en charge est fonctionnelle. Un simple suivi radiologique jusqu'à guérison complète est préconisé. Si le diagnostic est réalisé chez un patient symptomatique, il faut alors se poser la question de son âge. Soit il s'agit d'un patient jeune, moins de 13 ans pour un garçon, moins de 11 ans pour une fille, ce qui correspond à des physes ouvertes, alors un traitement fonctionnel est préconisé, c'est-à-dire un arrêt de la pratique sportive pendant une période de 3 à 6 mois. À l'issue de cette période, il faut réévaluer la symptomatologie du patient. Soit il est amélioré de ses douleurs, dans ce cas, un suivi radiologique simple est préconisé. Soit à l'issue de cette période, le patient est toujours douloureux, auquel cas nous lui proposerons de réaliser une IRM. Si, au moment du diagnostic, le patient est symptomatique
et qu'il a plus de 13 ans pour un garçon ou plus de 11 ans pour une fille, alors une IRM sera réalisée d'emblée. L'IRM peut soit retrouver une lésion stable, dans ce cas, une prise en charge fonctionnelle par un arrêt des activités sportives pendant 3 à 6 mois est préconisée. Une réévaluation clinique s'impose à l'issue de cette période. Soit le patient n'est plus symptomatique, alors un simple suivi radiologique sera effectué. Soit le patient est toujours symptomatique, auquel cas nous lui proposerons de réaliser un geste sous arthroscopie. Si la lésion retrouvée par l'IRM est instable, alors nous proposons au patient une arthroscopie d'emblée. La réalisation d'une arthroscopie du genou va permettre une classification de la lésion et ainsi guider le chirurgien dans sa prise en charge. Si la lésion est stable, un forage sera proposé, c'est-à-dire un méchage de la lésion. Il peut être réalisé soit sous arthroscopie par voie transarticulaire, soit sous contrôle fluoroscopique par voie rétroarticulaire. Si la lésion est instable, alors une fixation sera réalisée. Si le fragment est instable, une fixation sera alors proposée au patient. Elle peut être réalisée soit sous arthroscopie, soit par une arthrotomie à minima. Le fragment est alors mis en place dans sa logette, à l'aide de matériaux résorbables ou non résorbables par des vis enfouies dans le cartilage. Certaines équipes préconisent d'associer à toute fixation une greffe ostéocartilagineuse autologue. On parle alors de fixation augmentée. En cas de perte de substance, une reconstruction s'impose. Une technique de référence pour la reconstruction est la mosaïque-plastie. Il s'agit d'une technique qui consiste à prélever des plots ostéocartilagineux en zone non portante du genou pour les greffer dans la zone lacunaire. Enfin, pour conclure, on doit retenir un site d'atteinte préférentielle, qui est le condyle fémoral médial sur sa face postériolatérale, deux types de lésions, les lésions stables et les lésions instables, et 3 traitements possibles, le traitement conservateur d'une part et le traitement chirurgical d'autre part, soit un forage, soit une fixation plus ou moins associée à une greffe.